Bonjour, merci pour la présentation. J'ajoute un petit mot sur ce que vient de dire mon collègue sur l'école Jules Michelet à Talence, pour dire des choses que j'ai envie de dire. Cette école, c'était une école qui avait été construite, à tous les sens du terme, grâce à un inspecteur d'académie, un IEN, une équipe de chercheurs, donc de Brousseau, et qui a fonctionné pendant 30 ans. Et ça permettait d'avoir un statut spécial. Il y avait 3 enseignants pour 2 classes. Ne rêvez pas. Et ce qui permettait aux enseignants-chercheurs de travailler avec les enseignants de l'école primaire et de l'école maternelle. Un autre inspecteur d'académie est arrivé 30 ans plus tard et a trouvé que ça coûtait cher. Il a rayé ça d'un trait de plume en 8 jours. Voilà comment la recherche fonctionne en France. Voilà. Donc je voulais remercier une fois de plus tous les collègues de l'école Michelet qui m'ont permis de devenir un tant soit peu compétent, sans être immodeste, quoi. Alors, voilà, le but d'aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre des choses nouvelles au niveau de la nouvelle activité. Je voudrais surtout revisiter des activités supposées connues, qu'on prenne un peu le temps de la réflexion sur ce que c'est que les maths à l'école maternelle. Mon collègue et ami Michel Fayol dit qu'il ne veut pas entendre parler du mot mathématique. Moi, je prétends le contraire. Toute activité, enfin une activité mathématique, ça commence dès la petite section. Alors, on va tâcher de regarder ça d'un peu plus près. Bon, mais on va entrer dans le vif. Alors, 2 choses. Le diaporama, il sera à votre disposition. Vous voyez, il y a un site, là, ddm.joel.brillant.free.fr. Vous vous y mettez. Donc sur ce site, c'est un site un peu amateur, mais j'ai mis une petite case en bas à droite sur ce site pour le congrès d'Albi. Donc il y aura le diaporama, il y aura le texte qui sera dans le DVD, et il y a aussi d'autres textes et vidéos qui peuvent vous aider. En particulier une vidéo d'une collègue de maternelle de Bobigny, peut-être certains connaissent, qui a été interviewée récemment dans Mediapart. Et sur le plan professionnel, je trouve que cette dame est radieuse et dit bien les choses sans détour. Et j'ai trouvé cette interview tellement... Ça dure un quart d'heure et j'ai mis cette interview sur le site. Voilà. Donc, alors, pour le contenu lui-même. Alors, les constats au niveau de l'école maternelle. Au-delà de son rôle de socialisation, l'école maternelle ambitionne de faire acquérir des savoirs de nature disciplinaire. Il faut bien voir que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Moi, je reviens de Suisse, là où les gens sont en train de se battre pour que l'école maternelle soit autre chose qu'un jardin d'enfants. C'est-à-dire que l'école maternelle dispense des savoirs. Eh bien, en Suisse, c'est pas gagné. Puis d'un canton à l'autre, ça se bat. Donc, c'est un acquis. Il faut faire attention à ce que cet acquis ne disparaisse pas. Tous les acquis sont fragiles. Les liens entre disciplines, en particulier entre maths et français, pour moi, pour nous, ne sont pas suffisamment explorés. Alors, les programmes de 2008 étaient une caricature. Il y a d'un côté découvrir le monde, d'autre côté entrer dans l'écrit. S'il n'y avait pas d'écrit, il n'y aurait pas de mathématiques. Donc il va falloir connecter ça un peu mieux. Alors dans les nouveaux programmes, ça a avancé heureusement. De toute façon, on ne pouvait pas faire pire. Pour ce qui est des mathématiques, un des savoirs visés, c'est l'acquisition des premiers nombres. Tout le monde est d'accord là-dessus. Or, ils sont tellement présents, les premiers nombres, comme tous les savoirs de l'école maternelle et du début de l'école primaire. Ces savoirs sont tellement présents qu'on a l'impression qu'il suffirait de les énoncer, d'en parler avec les gosses pour qu'ils acquièrent ces savoirs. Plus les mathématiques sont bas de gamme, prenez pas ça de façon péjorative, pour moi, plus elles sont difficiles à enseigner, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors, oui, pardon, excusez-moi, que le renseignement puisse se réduire à des activités rituelles ou à des exercices d'entraînement simples. Ce n'est pas suffisant et je vais essayer de prouver ça ce matin. Alors, les activités rituelles, moi je ne suis pas contre.
mais réduire l'activité mathématique à la lecture d'un calendrier ou d'une frise numérique, je voudrais montrer en quoi ça ne fait pas acquérir le nombre. Enfin, les gosses qui sont prêts à l'avoir, ils vont le faire, mais de façon privée, et ceux qui n'ont toujours pas construit le nombre, ça va rien leur apporter. Je fais un peu à la serpe hein, pour ne pas dépasser le temps. Hein. Bon, donc l'enjeu, ça date de 30 ans, hein, naissance de la didactique des maths, c'est de faire participer de façon agréable et motivante les élèves à des activités mieux structurées, quelquefois formelles. Et je voudrais à chaque fois que des gens essaient de mettre des fanfreluches sur des activités, que vous compreniez, si ce n'est pas le cas, que des enfants acceptent des jeux formels, sans demander le pourquoi, du comment, de la chose. Des gamins tout petits apprécient de jouer au jeu des petits chevaux et on n'a pas à s'expliquer sur pourquoi on joue au jeu des petits chevaux, à quoi ça sert. Ils jouent au jeu des petits chevaux, ils sont ravis. Hein. Donc, il faut avoir un petit peu ça à l'esprit. Proposer une bonne situation à des élèves ne nécessite pas d'avoir à s'expliquer sur le pourquoi de la chose. Je fais quelques allusions. Alors, première partie, jeux de société, rituels et situations. La place du jeu de société dans les apprentissages. Alors, je prends une des collègues avec qui je travaille. J'espère que la vidéo va fonctionner. Moment crucial. Les jeux de société, c'est un moment déjà de vivre ensemble, ce qui est important à l'école maternelle. Hein. C'est chacun à son tour, c'est respecter les autres. Il y a un renforcement d'apprentissage, un déplacement sur plateau. Bon, ça va être, oui, ça va être des petits jeux effectivement soustractifs, additifs, mais ça va être un travail de réinvestissement, de renforcement. Ça ne va pas être une étape d'apprentissage. Bon, c'est une collègue, Marie-Lise, qui devait être là au congrès puis qui a été empêchée au dernier moment, donc je la remercie. On va faire le distinguo entre les jeux de société et les situations d'apprentissage, même s'il y a des liens. Hein. Je reviendrai là-dessus sur la place des jeux de société. Simplement une enquête de voilà 2 ans que j'ai faite à Bordeaux, sur une centaine de gosses qui entraient au CP, seulement une quinzaine avaient l'habitude de jouer à des jeux de plateau. Ce qui veut dire que dans le milieu parental, on achète plutôt des Game Boy et autres instruments électroniques, mais les bons vieux jeux de petits chevaux et autres jeux de loi disparaissent de la culture. Alors ça a 2 effets. Bon, d'abord, les gosses apprennent plein de choses en jouant là-dessus. Hein. Et la deuxième chose, c'est que le CP se fonde un peu sur une culture des jeux de dés sur une piste. Tous les bouquins, tous les fichiers se basent un petit peu là-dessus, comme s'il y avait un background, comme si les gosses avaient déjà une culture de ça. Or, cette culture, elle est en voie de disparition. Donc, allez-y, faites jouer au jeu des petits chevaux, n'ayez pas honte, faites jouer au jeu de loi. Hein. Ces jeux-là ont toute leur place. Si par cas, c'est encore dans les vieux tiroirs, il faut les ressortir. Ne pas avoir honte de ça. On va voir que c'est nécessaire, pas suffisant, mais que c'est nécessaire. Hein. Alors, je voudrais épingler des choses. Je vais, comme cette vidéo, il y a des moments où on en a gros sur la patate. Donc voilà une vidéo qui est sur YouTube. Et voilà ce que l'on va entendre. Attendez, il faudrait que ça marche. Non, ça ne marche pas. Oh. Ah oui, quand même. On est sur YouTube. Hein. Parce que le matériel sensoriel offre une représentation concrète d'un concept, les enfants ont pu s'approprier rapidement les mathématiques. Alors n'écrivez pas 10 puissance 2 égale 100 en grande section de maternelle. Hein. Bien. Alors ceux qui connaissent auront reconnu. Voilà, et on dit que les enfants s'approprient le nombre. Retenez bien ce petit morceau de 5 secondes. Les enfants s'approprient le nombre et dans la vidéo, on voit un gosse qui compte de 1 jusqu'à 100. Des objets qui sont organisés. Bon, ça, on voit bien ce que c'est. Il y a écrit 10 et il y a écrit 10 exposant 2. C'est ce qu'en didactique des maths, depuis 30 ans, on appelle un effet Jourdain. C'est-à-dire l'enseignant
croit voir au travers d'une activité banale un savoir qui n'existe pas. Le gosse, là, il fait un comptage, numérotage, c'est-à-dire qu'il a deux savoirs. Il sait la comptine des nombres de 1 jusqu'à 100, et il sait synchroniser cette comptine avec les petits machins jaunes qu'il compte à la queue leu-leu. On n'a aucune garantie sur la conception du nombre chez cet enfant. S'il l'a conçu, ce n'est pas grâce à ça. Il peut ne pas l'avoir conçu. On est dans le comptage numérotage. Bon, et là, on est en plein dans une grande confusion, et c'est ça que sur lequel je voudrais insister ce matin. Deuxième chose, les neurosciences. On en a parlé, Philippe Mérieux en a parlé hier. Elles ne prétendent pas, Stanislas Dehaene, quand il est avec la didactique des maths, il dit « moi, je ne prétends pas apporter des méthodes d'apprentissage ». Quand il est à la télé, c'est autre chose. Elles attirent l'attention sur le fait que les maths ne sont pas des constructions arbitraires. Elles sont issues de l'évolution de notre cerveau dans un monde qui a des régularités intéressantes. OK. Donc, je fais des constats. Hein. Elles montrent, on le savait déjà, mais elles le montrent à leur façon, que la correspondance entre nombre et espace est importante pour le développement des compétences numériques. On va y revenir là-dessus. Hein. Donc, je fais un état des lieux pour l'instant. Hein. Elle suggère de réhabiliter les jeux classiques, de recréer des environnements propices au numérique. Donc, les petits chevaux et le jeu de loi, ce n'est pas du ringard. Alors, j'en profite pour mettre, vous l'aurez dans le diaporama, un article paru dans Le Monde de quelqu'un qui travaille en neurosciences et qui s'insurge contre le marketing des neurosciences à l'heure actuelle. Donc, c'est intéressant de voir quelqu'un qui est du sérail et qui a un peu plus de recul, quoi. Alors, on va finir de tailler des costumes. À propos des rituels, les frises numériques, j'ai pris les frises numériques, mais je pourrais prendre autre chose, je pourrais prendre la lecture du calendrier. Quelle signification ça a un gosse d'aller décrocher une étiquette 24 et de marquer mercredi 24 mars? On est dans un environnement de nombres, donc je ne veux pas m'amuser à dire que c'est pas bon, ça serait prétentieux. Mais simplement, est-ce que c'est ça la construction du nombre? Bien sûr que non. Alors, d'autre part, je vais prendre un exemple des frises numériques. Je vais montrer, je montrerai, je ne sais pas si vous voyez là, si on voit là, vous le voyez le petit curseur? Oui. Ces frises numériques, bon, elles sont souvent porteuses de surinformation. Bon, l'existence du zéro en maternelle, c'est gentil, mais enfin, bon, le zéro, il n'a d'intérêt que si on a travaillé sur la numération. Ah, petite parenthèse, notre ministre hier a parlé de la numération à l'école maternelle dans le petit bout qu'on a vu, donc c'est une erreur grossière, je vous ferai remonter là l'information. Il n'y a pas de numération en maternelle, c'est interdit par les nouveaux programmes. Il voulait sans doute parler du nombre. Hein. Alors, la numération, c'est la grammaire de l'écriture des nombres. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que 14, c'est un paquet 10 et 4 ? On ne le fait pas en maternelle. Bon, certains peuvent essayer de l'aborder, mais les programmes disent que ça relève du cours préparatoire. Hein. Donc, le zéro n'a de sens que s'il y a une grammaire des nombres, et donc amener le zéro à l'école maternelle, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Le chiffre des dizaines qui serait différent du chiffre des unités pour faire croire, pour montrer de façon ostentatoire qu'il y a des dizaines et des unités. Attendons le CP, il y a bien d'autres choses à faire avant. Hein. Et une vision un petit peu fossilisée, le 3, qui serait ce domino avec la diagonale ou ce signe-là, hein, un langage des doigts. Bon, on va regarder. Alors, encore une fois, ne prenez pas mon propos, il ne faut pas jeter les frises numériques. Mais on est dans un environnement numérique. Pour moi, ça relève un petit peu des pubs qu'on regarde au bord de la rue, quoi. On va avoir des pubs, on va avoir un environnement de nombre, et ça interpelle les enfants. Bien sûr, ça interpelle les enfants. Bon, pour la petite histoire, s'il y a des amateurs de cinéma, dans le film Inglourious Basterds, Quentin Tarantino, qui est un amateur de travail sur le langage, je ne sais pas si vous connaissez le film, il y a un espion qui est discrédité, voilà, parce qu'il présente 3 comme ça, et c'est pas dans la culture, c'est dans la culture anglaise. Et nous, c'est dans cette culture-là, et c'est cette scène mythique où le 3 est indiqué comme ça au lieu d'être indiqué comme ça, quoi. Un langage des doigts. Alors, entrons dans le vif du sujet. Une étude, moi, que j'avais faite en 91 pour faire le point. On demandait à des enfants jusqu'où tu sais compter.
Ah, je sais compter jusqu'à 29. Alors, ben vas-y. Donc, on testait, on regardait, puis la comptine. La comptine. Alors, je sais compter jusqu'à 49. Ben vas-y. Et on notait l'endroit où la chaîne sautait. 49, 40, bon, on dit on se calme. Donc, on marquait. Alors, c'est peut-être un peu petit. On marquait là, dans la colonne, l'endroit où les enfants s'arrêtaient. Hein. Et dans la deuxième colonne, on était dans une... Alors, j'ai marqué situation fondamentale, je reviendrai sur le terme. La grande situation classique que je vais détailler, tu as des pots, va chercher en un seul voyage les couvercles qu'il faut pour qu'il y ait un couvercle pour chaque pot. Et lorsqu'ils vont chercher les couvercles, les pots ne sont plus visibles aux yeux de l'enfant. Eh bien, vous voyez, pour des enfants, par exemple, Alexandre, le premier, il sait compter jusqu'à 39, mais il échoue s'il y a plus de 12 pots qui lui sont proposés. Ça va, ça, hein, vous voyez? Alors, tout ça, c'était pour montrer à l'époque que savoir la comptine, ça ne permet pas, obligatoirement, il n'y a pas une corrélation entre savoir la comptine et être capable de résoudre ce petit problème matériel. Bon. Alors, on se dit, ah, mais ça, c'était en 91, maintenant, les gosses, ils savent un peu mieux compter. Bon, ben, on va refaire la recherche, on va voir. On recommence en 2012, c'était, voilà les enfants, qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est que les enfants comptent un peu plus loin. Donc, pression parentale, enfin, on pourrait trouver des tas d'explications. C'est-à-dire, la comptine va un peu plus loin. Par contre, au niveau de cette situation de base-là, eh bien, ça stagne. Les gosses, c'est-à-dire il y a un plus grand écart entre la performance au niveau de la comptine et puis la performance au niveau de cette situation. Bon, tout ça pour dire que la comptine, c'est souvent un écran de fumée. Hein. Et donc je reviens à ce qu'on voyait sur YouTube, là, qui est j'ai parlé de... C'est une escroquerie. Hein. Alors, la partie 2 de mon exposé, dénombrer, compter. Alors, les programmes disent que les activités... Alors, il y a des mots techniques hein, qui se bousculent. Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage, numérotage et faire apparaître lors de l'énumération de la collection que chacun des noms de nombres désigne la quantité qui vient d'être formée. Bon, ça rappelle la pub pour les assurances. Si vous avez la mention très bien au bac, vous avez compris ça, vous aurez 100 € de prime. Alors, la phrase est juste, hein, elle est compacte. Ça veut dire que quand on veut dénombrer une collection, elles doivent éviter le comptage numérotage. Bon, c'est normal que les programmes le disent, mais vous n'empêcherez jamais un enfant de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous ne l'empêcherez jamais. Donc, qu'un programme dise qu'on doit l'éviter, d'accord, mais moi, dans la classe, je dis « et comment je fais ?» à partir du moment où tous les gosses font ça, puisque ça fait partie d'un rite social évident. Hein. L'énumération de la collection, on reviendra là-dessus, c'est la façon de l'explorer sans oublier un terme, sans oublier un jeton, s'il est jeton, hein, et sans en compter un 2 fois de suite. Ce que veulent dire les programmes, c'est faites attention, quand les gosses ont 6 jetons, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que 6, c'est l'étiquette du 6e jeton, ou est-ce que 6, c'est vraiment la signification de la quantité? On est au clair là-dessus, j'espère. Hein. Donc, il y a 3 termes. La comptine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le comptage numérotage, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, synchronisé avec une prise d'objet. Et le nombre qui est la propriété de la collection complète, et non pas l'étiquette du dernier terme. Hein. Donc, il faut être clair là-dessus. Alors, le dénombrement, qu'est-ce que c'est que le dénombrement? C'est la capacité à produire une collection équipotente, hein, c'est-à-dire qu'elle a le même nombre d'objets qu'une collection donnée. L'histoire des pots, des couvercles, les stylos avec les capuchons, on a entendu ça 20 fois, 30 même. Comment dénombrer? Et c'est là qu'on va se poser le problème, parce qu'il ne suffit pas de dire c'est interdit de faire le comptage numérotage, il faut se dire qu'est-ce que je fais dans ma classe? Et que font les élèves? Par subitizing, les gosses ils voient tout de suite qu'il y en a 4, bon, c'est pas la peine, c'est un flash visuel, hein, on sait que. En comptant, en numérotant, hein, c'est-à-dire il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, un gosse
C'est pour ça que je vais détailler ça, hein, que même si ça paraît vieillot. Un gosse il a 6 pots. Il doit aller chercher des couvercles. L'enseignant dit, tu dois, en un seul voyage, aller chercher. Il ne lui dit pas de compter, sinon il lui donne la solution. Le gosse qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va chercher les couvercles, qui refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, va réussir dans cette situation-là. Mais il n'en est qu'au comptage numérotage. C'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie sur le fait que pour lui, 6, c'est la propriété de la collection de pots et de la collection de couvercles qu'il vient de prendre. Hein. On va y revenir. Et donc, il va falloir la modifier, cette situation. Ou les deux en incidence d'image mentale. Ou alors, s'il a maîtrisé le nombre, si je vous demande d'aller chercher ça de couvercles, vous allez les compter, vous avez maîtrisé le nombre, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu, et je suis désolé s'il y en a qui m'ont déjà entendu, hein, ça fait partie des choses que je répète, hein. Je suis enseignant, donc je dois radoter. Combien de rectangles sur cette diapositive? Allez, dépêchez-vous. Je ne ramasse pas de copies, vous êtes trop nombreux. Combien? Quand même, vous allez vous mettre d'accord pour ça, quand même. Bon, 8, ça va? 9. Ah, et le rectangle de la diapo. Ah, c'est une bonne remarque. Vous viendrez me voir à la sortie. Bon, soyez vigilants. Combien de rectangles dans cette figure? Et on enlève la diapo. Combien? Bon, alors, bon, on fait chacun. Alors, on a le grand, on a les 4 petits, on a les 2 comme ça et les 2 comme ça. Hein? Ça nous en fait combien? Bon, ça va. Et là? Eh bien non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et plus sérieusement, c'est pour ça que je vous propose ça, plus sérieusement, on n'est pas capable de dénombrer le nombre de rectangles là sans changer de conception de l'objet. C'est-à-dire qu'il va falloir imaginer que le rectangle, ça n'est plus un truc comme ça, mais c'est formé par un couple de 2 droites verticales et 2 droites horizontales. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Ça a été donné au bac, ça, dans les années 90. Et la question était posée telle qu'elle. Première question, combien de rectangles dans cette figure? La première, et la deuxième comme ça. Et moi, j'avais examiné à l'époque une centaine de copies. Il y avait 5 ou 6 bacheliers, les pauvres, je pense qu'ils n'ont pas dû l'être, qui se sont amusés à redessiner tous les rectangles qui ont commencé. Alors, c'est une question à 2 ou 3 points, l'analyse. Voilà. Donc, pour dire que le dénombrement... À nous, on associe ça à des jetons et puis à compter. Le dénombrement peut être une activité très complexe en mathématiques. Hein. Donc, s'il y a des amateurs et qui ont la nostalgie de l'analyse combinatoire, c'est 5,2, c'est 4,2, il y en a 60. Hein, mais bon, c'est le nombre de lignes verticales combinées au nombre de lignes horizontales. Il faut changer de conception de l'objet pour pouvoir dénombrer la collection. Bon, alors... je vais faire le point là-dessus. Le comptage numérotage, j'espère que tout le monde a bien pigé ce que c'était que le comptage numérotage. C'est une pratique rituelle spontanée. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. On peut observer cette pratique comme procédure réussie de dénombrement. Hein, j'ai dit que s'il y avait 6 pots, le gamin qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va chercher 6 couvercles. Ça suffit pour résoudre ce problème. Sa manifestation ne garantit pas l'acquisition du concept de nombre, mais elle ne signifie pas non plus qu'il n'existe pas. On est dans l'incertitude. Hein. Alors, interdire cette pratique au motif qu'elle constitue un obstacle à l'acquisition du nombre est une mauvaise solution à un vrai problème. On n'a pas le droit de dire qu'il ne faut pas faire le comptage numérotage puisque c'est une pratique spontanée des élèves. Alors, il faut quoi? Il faut les bâillonner, mettre des menottes. Et le comptage numérotage, il faut vivre avec, comme les microbes. Il faut vivre avec. Il va falloir trouver autre chose pour que l'enfant passe du comptage numérotage au numérique. Et si j'insiste aujourd'hui, c'est parce que cette situation, elle a été tellement galvaudée que, y compris dans les milieux de la formation, et là je suis d'accord avec certains qui commentent ça, hein, elle a été galvaudée. C'est pour ça que je voudrais
pas trop papillonner, mais faire un peu le point là-dessus. Alors, comment faire évoluer un milieu d'apprentissage afin de passer du comptage-numérotage au nombre construit? Et là, on va voir que l'entrée dans l'écrit, pour nous, constitue un levier vital. Alors, pour continuer sur le comptage-numérotage, c'est une photocopie d'un livre de Claire Meljac, 1979, qui est médecin et qui regarde des enfants dénombrés et qui remarque, on peut affirmer que pour certains élèves, les mots nombres qu'ils connaissent restent à quantifier et à arithmétiser. Elle avait bien vu à l'époque que le comptage-numérotage, ça ne signifiait pas le fait que le nombre 6, hein, pour prendre cet exemple-là, était une qualité de la collection, en fait. Donc c'était bien repéré. Donc quand je vois des discours actuels dans lesquels il faut repenser la didactique, j'aurais tendance à dire il ne faut pas la repenser, il suffit de la lire, hein, parce que ça fait 30 ans que ces choses-là sont écrites. Alors, mise au point. Les fonctions des nombres. Ça fait un petit peu court, formation initiale, je m'en excuse, hein, mais ça peut servir. La fonction des nombres, ça sert à désigner une étiquette, hein, j'habite au 15 de la rue machin. Hein. La quantification, c'est-à-dire combien il y en a, hein, c'est ce que je viens de dire depuis un quart d'heure. Le rangement, hein. Et puis le calcul, les nombres, ça sert. J'ai 2 collections, une de 25, une de 32. Je ne vais pas les remettre ensemble, tout recompter. Je m'émancipe du milieu matériel, je prends 25, 32 et je trouve le résultat. C'est fait pour ça, les nombres. Donc, le nombre, on va être un peu plus sûr de sa consistance dès lors qu'on va imaginer que les mathématiques ont affaire avec l'écrit. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Alors, deuxième mise au point, comment les représenter, hein. Soit on fait des gommettes, hein, des cailloux, c'était l'histoire des nombres, c'est ça, hein, c'est-à-dire on met des cailloux dans des petites bouteilles pour s'assurer que le troupeau contient ça d'animaux, hein, c'était les premières symbolisations. Et puis un jour on en a marre de compter les cailloux, calculus, calcul. Hein. On a marre de compter les cailloux et sur le petit pot en terre cuite, on met des encoches pour dire qu'il y a ça de cailloux à l'intérieur. D'ailleurs, on est passé des moutons, des objets, à des petites boules d'argile et on évolue dans le signe. Il y a une sémiose qui s'installe du signe, des petites boulettes d'argile, on va passer à des petits traits sur le vase. Pourquoi on ne se donnerait pas la possibilité d'autoriser les enfants à entrer dans l'écrit comme ça? C'est-à-dire, écrire le nombre, ce n'est pas forcément écrire le nombre sous sa forme sociale. Si un gamin a compris qu'en faisant 5 bâtonnets, c'est difficile de savoir. Quand un gosse écrit 5 bâtonnets, pour se souvenir d'une collection, est-ce qu'il fait 1, 2, 3, 4, 5 ou il se souvient de la collection? Je suis un peu plus sûr du fait que pour lui, ça commence à représenter la propriété d'une collection. J'en serai jamais sûr. Alors, d'autre part, il y a des représentations langagères, écrites ou orales, que vous connaissez. Bon, donc il va falloir construire des situations qui permettent de passer du comptage-numérotage qu'on ne peut pas interdire à l'acquisition du nombre avec pas mal de sûreté. Alors, quel type d'activité proposer? Bon, je déroulais tout ça, ce n'est pas la peine de faire du cinéma. Qu'est-ce qu'il y a comme situation à l'école maternelle? Les rituels, j'en ai déjà parlé. Des situations fonctionnelles, on relève les présents, enfin les absents, on met dans une boîte les prénoms, je ne vous apprends rien là-dessus, vous savez faire mieux que moi. Des situations de jeu, on en a parlé, des jeux de société, de construction, un atelier, ça. Et puis des situations construites, quelquefois, souvent à partir de fiches, parce qu'on a l'ambition que les élèves s'approprient telle ou telle connaissance. Alors moi je dirais, dans toutes ces familles de situations, l'apprentissage se fait par familiarisation.
L'enfant côtoie des savoirs, le professeur se sent en charge de lui expliquer des savoirs et on a appris comme ça. Donc, moi, je vais opposer ces familles de situations à d'autres familles de situations, mais pas sur le plan idéologique. On va les opposer sur le plan théorique. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut des jeux, il faut qu'on parle du nombre de façon naïve. Mais on peut peut-être aussi imaginer d'autres familles de situations, ce qu'on appelle les situations d'apprentissage par adaptation. Alors, il y a une liste de phrases peut-être un peu... non, ça va, c'est pas trop indigeste. La question c'est, je ne me pose pas la question qu'est-ce que je dois enseigner, a priori, je me pose la question quel problème je vais poser aux enfants pour qu'ils aient des chances d'acquérir ce savoir que j'ai en tête. Donc, y a-t-il un problème posé aux enfants ou faut-il simplement appliquer une consigne? Je vous assure qu'on met de côté déjà pas mal d'activités. L'utilisation de la connaissance visée par le prof est-elle nécessaire pour parvenir à la solution du problème? Si oui, ça veut dire qu'on est dans une situation d'entraînement et pas dans une situation d'apprentissage. Pour nous, on doit mettre l'enfant devant une situation pour laquelle la connaissance visée n'est pas acquise. Hein. Est-ce que l'enfant peut comprendre la consigne? Ça, c'est autre chose, sans disposer de la connaissance. Et surtout, comment voit-il s'il a échoué ou réussi? L'école maternelle, c'est un moment où il faut couper le cordon ombilical. Hein. L'enfant doit être... Alors, si on prend le leitmotiv, je pense donc je suis... Qu'est-ce qui va faire qu'un enfant va devenir autonome? C'est la qualité d'une situation qu'on va lui proposer de façon à ce qu'il n'ait pas à demander « maîtresse, est-ce que j'ai bon ?» hein, ou « maître, est-ce que j'ai bon ?» C'est-à-dire qu'il puisse se rendre compte par lui-même qu'il a réussi ou échoué. C'est-à-dire qu'il remplace l'opinion par le vrai-faux. Hein. Je reprends ce que disait Philippe Mérieux hier. C'est-à-dire qu'on lui propose des dispositifs au sein duquel personne n'est dupe. L'enfant, il sait très bien que c'est vous qui avez été le machiniste. Mais l'enfant pourra se tourner vers vous en disant « je m'ai trompé ». Et vous direz, mince, écoute, tu feras mieux la prochaine fois. Une sorte de complicité dans l'échec, complicité dans la réussite, et non pas la responsabilité de la réussite et la responsabilité de l'échec. C'est un contrat pédagogique qu'on a du mal à acquérir parce que spontanément, on a envie d'aider. Aider, c'est justement dire, écoute, c'est ton affaire, et ça n'empêche pas d'être bienveillant. Hein, d'être convivial et d'être agréable aux yeux des élèves. Comment voit-il s'il a réussi ou échoué? Est-il entièrement dépendant de l'adulte ou la situation comporte-t-elle des rétroactions? Et la vérification du résultat peut-elle lui donner des billes pour la suite? Parce que sinon, on est dans le test. On a souvent confondu ces situations. Je prends toujours celle des pots et des couvercles. Je vois des stagiaires moi, qui me disaient « Ah, je l'ai fait hier, ça a marché pour certains, pas pour d'autres. » Il dit « Mais attends, nous, c'est un chantier de 6 semaines. Ça veut dire que je n'ai pas fait mon boulot de formateur. » Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Les gens transforment une situation d'apprentissage en un test. L'organisation de la situation permet-elle à chaque enfant d'être confronté au problème, de faire des tentatives et l'échange et la confrontation des points de vue? Bon, c'est un peu lourd comme filtre. Mais je crois qu'on ne peut pas y échapper. Alors, on va partir sur un exemple. Donc, vous voyez, je varie. Hein, c'est plus les pots et les couvercles, c'est des voitures et des garages. Là, bon, je n'ai pas voulu mettre de vidéo parce que le temps presse. Hein. On va jouer au jeu des voitures. Les gosses sont dans un paquet, ils ont des petites voitures et ils doivent chercher en un seul voyage des places de parking qui sont matérialisées par des petits bouts de Bristol. Hein. Dans l'article que je mets en ligne, et puis qui sera dans le DVD, je détaille bien plus, hein, parce que les parkings peuvent être mis par paquet de 3, peuvent être individualisés par paquet de 5. Il y a plein de variables pour cette situation, mais je n'ai pas le temps là. Bon, cette situation-là, il y a des enfants qui vont... Enfin, le but, c'est que le comptage numérotage, il est la solution à cette situation-là.
Au nom de ça, des gens disent « Ah là là, mais vous vous rendez compte, cette situation-là, ce n'est pas le nombre. » Ben, bien sûr que non, on n'a jamais dit, parce que cette situation-là, elle est bordelaise, hein, c'était sous l'égide, enfin l'équipe de Brousseau, on n'a jamais dit que cette situation-là allait permettre de travailler le nombre. Elle permet le comptage numérotage est la solution au problème. Et donc, mon but ce matin, c'est de passer du comptage numérotage au nombre. Comment faire évoluer cette situation, hein? Alors, oui, petite parenthèse, dans un fichier qui est extrêmement vendu à l'école maternelle, on reprend notre travail, sans le citer comme d'habitude, et on dit « éloigner les deux collections à comparer pour les élèves les plus performants ». Ce qui est contraire à l'idée même de la situation d'apprentissage. Ce n'est pas les plus performants qui doivent avoir les objets séparés, c'est tout le monde. Comment on va gérer l'hétérogénéité? Ben, c'est en proposant à des enfants qui sont plus en difficulté, on va leur proposer 3 voitures au lieu d'en proposer 7 ou 8. C'est-à-dire on va gérer ça, mais tout le monde va participer à la même activité. C'est-à-dire que j'ai les voitures, je les regarde, je me débrouille avec moi-même, je carapate à l'autre bout de la classe, je vais chercher les garages, je mets les voitures sur les garages et j'ai besoin de personne pour savoir si je me suis trompé ou pas. Hein? Bon, alors, évolution de la situation pour s'assurer de l'abandon du comptage-numérotage. Eh bien, les voitures seront prises plus tard, je reprends la consigne des enseignants là, hein. Les voitures seront prises plus tard. Vous n'aurez plus les parkings, vous n'aurez pas les parkings, excusez-moi. Les voitures, ah oui, c'est à l'inverse. Ah oui, je fais une erreur. Je m'excuse. On a les voitures, les parkings, on ne va pas aller les chercher tout de suite. On prend de l'information là, on range les voitures, et puis après, ce soir ou demain, on ira chercher les garages qu'il faut pour résoudre le problème. Et là, on dit aux enfants, pour vous souvenir, vous pouvez écrire. On n'attend pas que des enfants disent « est-ce que je peux écrire ?» Ça n'est jamais arrivé. Hein, on a mis des milliers d'années avant d'inventer l'écriture, il ne faut pas rêver. Donc on dit aux enfants, vous écrivez pour vous souvenir. On ne dit pas ce qu'il faut écrire. Il ne faut pas rêver. La première fois, il y a des gosses qui écrivent leur prénom. Hein. C'est-à-dire, ils ne voient pas le train passer. Il y en a qui... Alors, donc il faut le faire plusieurs fois. En fait, ce n'est pas un test. Il va falloir remettre ça en chantier hein, la première fois. Et de temps en temps, on fera des regroupements pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces écrits. Parce que, qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? On attend que des enfants regardent la collection des voitures, dessinent quelque chose, et que le soir, ils reprennent ce papier. Et ça, c'est un indice important, c'est est-ce que le soir, l'enfant va aller chercher de lui-même son papier ou va aller directement au parking, enfin chercher les garages. Ça, c'est une observation fine, ça vaut toutes les évaluations. On voit tout de suite les gosses qui ont compris que l'écrit commence à être un lieu de mémoire et donc ils vont chercher d'eux-mêmes leur feuille de papier. Alors dans la classe, on n'est pas brut de décoffrage comme ça, on dit « dis donc, tu te souviens, tu as écrit un truc ce matin, là, ça servait à quoi? » Ah oui, il y en a, ils vont dire « ah oui ». Et puis d'autres qui ont écrit leur prénom, ça ne leur parle pas. Hein, donc vous voyez, ce travail-là, il va falloir le faire plusieurs fois. Sur cet atelier, il va tourner pendant peut-être quelques semaines. C'est long. Le passage à l'écrit, qu'on revendique en mathématiques, ce passage à l'écrit pour mémoriser de l'information, bon, ben c'est long. Et qu'est-ce qu'ils font en général, les enfants? Ben, ils dessinent les places de parking. Pas toujours, il y en a qui dessinent les voitures, il y en a qui dessinent ce qu'ils espèrent, ce qui est un bon signe. D'autres qui dessinent les voitures en disant ben, si j'ai pas les bagnoles, je verrai au moins, je les ai dessinées, j'ai gardé ça en mémoire. Donc je m'excuse là, j'ai permuté, c'est pas bon ça. Troisième situation, donc vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait évoluer la situation d'origine en créant une contrainte, c'est une contrainte de temps, en disant il y a un temps pour regarder la collection, il y a un temps pour aller chercher l'autre. Cette contrainte, ça nous fait passer à l'écrit. C'est vital. Donc, analyser cette situation des pots et des couvercles en ne regardant que la situation S1, c'est ne pas lire les travaux des gens de l'époque. Alors, dernier point, dernière situation,
dernière évolution de la situation. Ça n'est plus vous qui irez chercher les garages, excusez-moi, j'ai permuté, vous porterez votre message à un copain. Et c'est le jeu de la marchande, c'est lui qui vous distribuera les places de parking. C'est le marchand de parking. Donc là, on passe d'un écrit personnel à un code commun. C'est-à-dire on va se mettre d'accord collectivement, dans une micro-société qu'est la classe, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il faut écrire pour se souvenir. Et c'est là, à condition d'y passer du temps, c'est là qu'on va voir des évolutions de messages. Voilà, j'en ai mis quelques-uns, hein, des évolutions de messages. On va passer de messages qui ne nous garantissent pas qu'on est à l'abri du comptage-numérotage. On ne peut pas, encore que là, ça, je ne sais pas. Ici, par exemple, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec des écritures un peu folkloriques. Hein. D'autres vont dessiner les voitures. D'autres alors, écrivent 8 plus 2. Ma foi, il doit y avoir un fils de prof, là. Hein. Et puis là, donc vous voyez, il dessine vraisemblablement des places de parking. Alors, j'en profite pour dire que si vous laissez des espaces comme ça, si vous acceptez que ces écrits-là ne sont pas des brouillons, mais des vrais lieux de recherche, vous apprendrez, si vous l'avez fait, à observer les élèves. Et observer les élèves dans leur intimité d'écriture, ça vaut toutes les évaluations. Hein, et on verra après comment on peut... Un enseignant qui a l'habitude de ça, il sait très bien d'où en est chaque élève au travers des écrits qu'il est en train de produire. Donc, on va entendre beaucoup parler d'évaluation, j'ai bien l'impression, les prochaines années. Méfiance avec ça. Savoir évaluer, c'est d'abord savoir bien observer les élèves. On est les seuls, alors qu'il y a des évaluations nationales, je ne suis pas contre, mais dans sa classe, il n'y a que nous qui, si on est professionnels, pouvons observer finement et dépasser en qualité toutes les évaluations possibles. Hein. Ce n'est pas du laxisme, hein, loin de là. Hein. Alors, donc l'évolution des traces écrites, c'est un indice de l'acquisition de la maîtrise des premiers nombres. On tend vers quoi? Eh on tend vers le fait qu'à l'élaboration du code commun, dans la situation S3, les enfants disent « mais tu n'as pas besoin d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu écris 6 et puis on va voir ». C'est toujours ce qui se passe. Mais il faut laisser du temps au temps. Et il y a des gosses qui, il y a toujours des locomotives, puis d'autres qui vont traîner un peu. On va regarder tout ça. À la fin, il y aura un moment d'institutionnalisation tranquille, on est en maternelle, en disant à la fin, alors ce jeu-là, il suffit d'écrire le nombre. Oui, vous avez, voilà, c'est ça. Alors on ne va pas faire écrire comme plus tard en CM1, CM2 les résultats. On est toujours frustré en maternelle parce que quand les gosses ont acquis un savoir, ils l'ont acquis, mais on ne va pas faire écrire sur un cahier ce qu'ils ont acquis. Alors je reviendrai là-dessus en fin d'exposé parce que c'est important ça. Bon, alors un petit point, une petite pause. C'est quoi faire des mathématiques finalement? Il faudrait arrêter de confondre les mathématiques et les calculs. Hein. Il y en a marre de ça. Encore le ministre. Depuis Chevènement, je disais toujours à mes étudiants, le jour où vous serez ministre, ce qu'à Dieu ne plaise, votre premier 20 heures, faudra dire il faut que les enfants sachent lire, écrire et compter. Là, vous êtes sûr d'avoir l'unanimité. Bon, les maths, heureusement que les nouveaux programmes ont fixé 5 secteurs d'activité autour des mathématiques. Les maths, ce n'est pas uniquement le calcul, c'est faire des hypothèses, apprendre à raisonner, remettre en cause, tout ce qui participe à la construction de l'individu. Elles ne sont pas les seules à participer à ça, heureusement, hein, mais elles contribuent à ça. Donc réduire ça à des mécanismes, c'est un peu affligeant. Réduire les mathématiques, dire que pour faire des mathématiques, il faut manipuler, c'est quelque chose de dangereux. Parce que c'est bien sûr qu'il faut des objets, des mondes des objets, comme je l'ai décrit, mais à un moment donné, il faut en être privé pour produire du signe. Et produire du signe, c'est établir un langage. Donc il faut qu'à un moment donné, ces objets-là disparaissent. C'est pour ça que je bégayais sur cette situation-là. Il faut qu'à un moment donné, on dit tu vas chercher en une seule fois et il faut que la collection ne soit plus visible aux yeux des élèves. Il va dépasser
le deuil de la collection par une production d'un écrit. Et si on ne fait que manipuler, eh bien, vous ne créerez pas les conditions d'émergence de l'écrit. Donc, bien sûr qu'il faut un milieu matériel, il va servir pour lancer l'action, il va servir pour vérifier, mais il y a un moment donné où il faut qu'il disparaisse d'une certaine façon pour que l'écrit prenne toute sa place. Donc, quand je vois encore dans une revue de l'INSERM, les médecins, tout le monde se penche sur le bébé à l'école maternelle, sur les maths, je ne l'ai pas mise parce qu'on ne va pas perdre du temps à ça, un article de l'INSERM disant pour faire des mathématiques, il faut manipuler. Faites attention, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut faire gaffe, pour produire de l'écrit, il faut justement, enfin je ne vais pas radoter, et ça c'est valable dès l'école maternelle. Donc notre métier, ça consiste à rendre cette activité, produire du langage, compatible avec les savoirs qui sont programmés. On a beaucoup de liberté, on a beaucoup de liberté à l'école, en moyenne, grande section de maternelle. C'est pas la peine de leur faire bouffer du fichier inutilement. Passons. Alors, les grandes étapes. Alors, donc, ce que j'ai mis à gauche là, sont les pratiques sociales. Ce qu'on espère que dans le milieu parental, les enfants vont jouer avec leurs parents, on sait que ce n'est pas toujours simple, qu'ils vont jouer au jeu des petits chevaux, au jeu de cartes, à tout ça. Il y a tout un environnement numérique. On voit tout de suite les gosses qui arrivent en maternelle et qui ont cette culture-là, et ceux qui sont sur l'APS et qui savent lire des scores, mais qui n'ont aucune conscience spatiale, quantitative des nombres qui peuvent être approchés par des jeux plus traditionnels. Alors, le deuxième aspect, les premiers nombres, les premières marques, les écrits, et puis ensuite, en fin de maternelle, l'écriture des nombres. Alors j'y vais à grand, parce que je vois que l'heure tourne. Donc, alors, je voudrais, quand on commence à se poser des questions là-dessus, il y a deux approches. L'approche, alors j'allais dire psychologisante, je ne voudrais pas qu'on pense que, moi je travaille avec les psychologues, mais entendre ça, vous voyez, quand je suis enseignant dans ma classe, en maternelle, je lis ça. Plutôt que de favoriser initialement l'usage d'un savoir-faire qui n'a pas d'avenir scolaire, c'est le comptage-numérotage, à savoir la représentation des quantités par des suites de numéros, mieux vaut favoriser d'emblée leur représentation numérique à l'aide de décomposition. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais quoi dans ma classe? Donc moi, je ne vais pas me positionner comme ça. Je suis d'accord avec le texte, mais il ne m'apporte rien dans ma pratique. Je vais prendre une deuxième posture. Une deuxième posture, c'est de dire, si le comptage-numérotage permet de résoudre une situation de dénombrement et qu'on vise la construction des nombres, c'est que cette situation doit être modifiée. C'est ce que j'ai voulu vous montrer en disant, la situation S1, c'est le comptage-numérotage. Et bien derrière, je mets S2 et S3 et j'y passe 4 à 6 semaines pour que les enfants, à l'aide des contraintes que j'ai données, passent à l'écrit et passent à l'élaboration d'un code commun et qui sera l'écriture. Alors, après l'écriture, que le nombre soit écrit à l'endroit, à l'envers, on peut effectivement avoir des exigences, mais celles-là, ces exigences vont être de nature sociale, en fait. Bon, alors, n'ayez pas peur, ce tableau, il est épouvantable. C'est simple, vous l'aurez. C'est simplement pour y voir clair sur une progression, mais là il faut se mettre d'accord dans une école, il faut se mettre d'accord, une progression. Alors la première chose, ça clignote, voilà, ça marche. C'est ce que j'évoquais, les jeux de plateau, ça pourrait ne pas être du ressort de l'école, et si ça ne se fait pas dans le milieu parental, l'école peut le prendre en charge au travers d'un atelier jeu, ce que vous savez faire fonctionner. Alors, contrôler une quantité, faire un inventaire, et on a parlé dans le programme d'énumération. Alors, si certains m'ont entendu là-dessus, je vais sortir un document qui date des années 2000. Voilà une activité qu'on peut faire en moyenne ou en grande section. Je m'excuse pour ceux qui l'auraient déjà vu. J'espère que ça marche. Soyons patients. Ça marche? Il n'y a pas de son. Alors, le jeu consiste à... Il y a des boîtes.
il y a des boîtes d'allumettes et l'enfant doit mettre une allumette dans chaque boîte à l'aide d'un petit trou qui est percé sur le côté. Alors je vais la repasser parce que j'aurais dû vous expliquer la règle du jeu avant. Et là, c'est très artificiel, il fallait une vidéo. Hein. Pourquoi? Et, Ah, mince alors. est-ce que je la repasse Ça va? Donc, je répète, hein, donc il y a des boîtes d'allumettes, il y a un petit trou sur le côté, j'espère que vous avez entrevu, il y a un stock d'allumettes, et la consigne, c'est les boîtes d'allumettes sont devant le gosse. Alors là, on est en atelier dirigé avec Marie-Jo, l'enseignante à côté, parce que pour les besoins de la vidéo. Très vite, on peut le faire en atelier à 5 ou 6, hein, autonome. Donc, on demande aux enfants de mettre une allumette dans chaque boîte. On a toutes les caractéristiques d'une situation d'apprentissage par adaptation. Si vous filtrez les séquences, l'enfant, il n'a pas besoin de grands savoirs pour résoudre ça. Vous voyez bien que son problème au gosse, là, c'est de ne pas oublier une boîte et de ne pas repasser 2 fois sur une boîte. Hein. Et vous voyez que pour s'assurer du truc, il regarde il pioche, puis il regarde s'il y a déjà une allumette dans la boîte. Nous, on était à l'époque, quand on faisait ça avec les étudiants, on disait mince, avec ça, il triche. Donc on avait essayé de mettre du coton, enfin, ça. Mais en fait, ça ne tenait pas debout, parce qu'on voit bien que l'enfant, il y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est que l'enfant remet la boîte dans le tas. C'est-à-dire, une fois que l'action est terminée, il ne la met pas de côté. Donc du coup, il n'y a pas besoin de mettre d'autres contraintes, il a des chances d'échouer. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Quelque temps après, le même enfant, ce n'est pas le deuxième essai, hein, comme c'était mis dans le document, c'est quelque temps après. Regarde. On va voir que la gestuelle a changé. On ne peut pas éviter ça. Non, maintenant on va s'arrêter. Ou si vous voulez, vous mettez les jeux d'accueil. Vous installez les jeux d'accueil. Les dessins, les jeux d'accueil. Terminé, Romain? Allez. Regardez Romain qui se lève en vainqueur en disant tapis. C'est-à-dire que, si on avait le temps, ce que fait très bien l'enseignante, c'est qu'elle dit, tu penses que tu as réussi, c'est-à-dire qu'il y a même, pour ce petit-là, pour Romain, il n'y a même plus besoin d'ouvrir les boîtes. C'est clair qu'il les a rangées, ce qu'il ne faisait pas dans les premiers essais. Il a compris qu'en mettant de côté, il allait réussir. Et donc, il se lève en vainqueur. Et là, l'enseignante peut faire monter d'1 degré le niveau de preuve. C'est-à-dire, au lieu d'ouvrir les boîtes, de commencer à faire verbaliser et de dire « mais tu penses que tu as réussi et pourquoi ?» Parce que les gosses disent toujours « parce que je les ai mises de côté ». Il ne va pas dire « parce que j'ai réussi l'énumération ». Il va dire « je les ai mises de côté ». Alors ça me permet d'ouvrir une parenthèse. C'est à l'heure actuelle, avec des collègues que j'estime, il y a une réflexion qui est conduite sur demander aux enfants d'expliciter ce qu'ils sont en train de faire. En mathématiques, on est bien plus... alors prudent, c'est pas le mot, on ne se place pas tout à fait là-dedans. Et j'utilise la métaphore de mon directeur de thèse qui disait moi, quand j'ai appris à faire du vélo, si on m'avait demandé pourquoi je tenais sur mon vélo, je me serais cassé la gueule. Bon, alors c'est peut-être un petit peu à la serpe, mais on attend que l'enfant ait pris conscience qu'il avait appris quelque chose. Et donc là, le petit Romain, il est temps
de lui dire ben, c'est pas la peine d'ouvrir les boîtes. Tu y es arrivé comment? Tu as mis de côté. Donc en gros, tu as organisé ta collection. Vous voyez, il y a des moments, alors c'est ça l'observation, hein, il y a des moments où le gosse il est mûr pour dire ben, ok, tu as réussi ton truc, bravo, au revoir, on fera autre chose. Quoi, hein. Mais si je commence à faire un commentaire très tôt en disant à l'enfant, mais alors tu les as mis en vrac, tes boîtes, tu ne penses pas que vous allez enquiquiner les gens et brouiller la phase d'apprentissage. Hein. Donc, alors je pense que c'est pas d'être en désaccord avec des collègues dans d'autres disciplines, je pense que c'est peut-être propre à l'activité mathématique de laisser un temps de maturation. Alors, cette activité-là, elle sert à quoi? C'est un gadget ou pas? Ben, on va regarder, on va montrer, enfin, je voudrais montrer en quoi c'est pas un gadget. Un gosse en cours préparatoire, on demandait, donc c'est un travail ancien ça, hein, on demandait à des enfants de compter combien il y avait d'arbres sur un polycopier. Et là, je prends le cas de cette gosse, il y a de la littérature autour de ça, hein. La petite s'arrête à 35. Elle écrit les nombres, hein. Elle s'arrête à 35 et on lui dit « mais t'as pas fini ?» Ben non. « Tu ne sais pas compter après 35 ?» Ben si, 36, 37, 38, 39. Hein. Et au bout d'un moment, elle dit « mais je ne sais pas si je dois mettre le 36 là ou là. » Alors on a envie de dire « écoute, tu le mets où tu veux et puis tu continues. » Mais ça, si ça se produit pour un enfant, on se dit « tiens, c'est de la faute du gosse. » Si ça se produit pour 50 enfants, d'à peu près de la même façon, ça veut dire que c'est nous qui n'avons pas vu qu'il y avait une activité souterraine dans le comptage. L'activité souterraine, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est visible. L'enfant, là, a une collection qui est désorganisée, à la différence de l'escroquerie de la diapo dans YouTube où la collection est organisée. Donc, il n'y a aucune exploration spatiale, elle est faible. Mais là, on a une exploration spatiale qui est complexe. Donc, l'enfant, il entre dans la lecture, donc il regarde de gauche à droite, vous voyez. Il regarde de gauche à droite, puis là, ça commence, ça bloque un peu, et là, il est coincé. Hein. Donc, on a affaire là à un problème. Si on ramasse la copie, si on fait une évaluation, on va dire « ah, il sait compter jusqu'à 35, mais pas au-delà ». C'est n'importe quoi. Il sait compter au-delà. Son problème, c'est un problème de nature spatiale. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas été capable d'organiser la collection. Et donc, si l'on revient à au petit Romain tout à l'heure, la situation que l'on propose, c'est un travail d'organisation d'une collection, mais avec des objets déplaçables. Et donc, si on remonte le temps, eh bien, qu'est-ce qui ferait, enfin, pour nous, un lien intéressant, c'est on est moyenne grande section de maternelle, on va mettre les boîtes, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et puis on va faire évoluer la situation. Ces boîtes, un jour, on va les fixer sur un tableau Velleda, comme il y a sur la photo. On les bloque et on dit aux gosses, c'est comme d'habitude, il faut mettre une allumette dans chaque boîte. Et je peux vous assurer qu'ils apprécient moyen le fait de ne pas déplacer les boîtes. Et on leur dit, mais c'est pas grave, tu peux écrire. Ah bon? Là, vous avez le droit toujours à un cœur ou à un prénom, il ne faut pas rêver. Hein. Mais petit à petit, il y a des gosses qui dessinent à côté une allumette et ils mettent l'allumette dans la boîte. D'autres qui... Alors, il y a les entoureurs, il y a des écrits autour de ça, hein. Je l'ai mis sur le blog. Il y a des gens des gosses qui entourent et qui disent « j'ai fait ces 3 boîtes-là » et puis qui font un travail parcellaire. Donc, il y a tout un travail d'organisation. Or, ça va... On est en maternelle, là. Eh bien, ça va nous servir, si on fait une liaison entre la maternelle et le CP, ça va nous servir. Le jour où il va falloir dénombrer une collection, j'ai des outils qui sont liés à une exploration spatiale, j'ai des outils qui vont me permettre de dénombrer, c'est une espérance, hein, je ne dis pas que ça marche à 100%, mais j'ai des outils qui vont me permettre de dénombrer et je vais pouvoir rappeler ça. Alors ça suppose une liaison maternelle-CP, bien évidemment, mais là où je travaillais, ça marche, hein. Je veux dire, ça marche. Donc voilà, c'est pour ça, comme les programmes parlent d'énumération, j'ai voulu en reparler. Alors, l'heure tourne et je vais abandonner des pans, vous regarderez ça, mais je voudrais travailler sur un deuxième point. C'est à partir du moment où les gosses ont compris ce qu'était qu'un nombre. J'ai passé longuement mon temps sur cette situation dite fondamentale du nombre, et le S1, S2, S3. La question, c'est de faire en sorte, je vais passer un petit peu de temps là-dessus, de faire en sorte que
des enfants commencent à comprendre le message type 4-5. Si 4, c'est toujours, comment dire, si 4-5, c'est toujours le domino comme ça, comment voulez-vous qu'on imagine que 4-5 puisse être un jour égal à 3-6? Travailler sur la composition-décomposition. Donc, si on n'y prend pas garde, ça peut être très utile à un moment donné, on l'affiche. Mais ça peut s'ériger en obstacle à ça. Bon. Donc, on a construit des situations. Alors, en maternelle, il faut toujours, au lieu de dire composition-décomposition, il faut toujours trouver un nom, ça s'appelle le bon panier. C'est toujours pénible à l'école maternelle de chosifier, de laisser croire que c'est simple parce qu'on a mis un mot. Alors, la situation est la suivante, et on va avoir un document ancien et un document récent. Je donne aux enfants l'étiquette 4-5, là, hein, 4-5. Et avec des couleurs différentes. Bon, je garde. Et ils doivent aller chercher, c'est des photocopies, hein, c'est du travail d'amateur, ils doivent aller chercher un panier dans lequel il y a des œufs, et il y a plein de paniers avec des représentations différentes, des dispositions différentes. Ils doivent aller chercher un panier qui permettra de colorier 4 œufs d'une couleur et 5 œufs de l'autre. Mais on ne va surtout pas mettre un panier qui ressemble au domino. On va mettre un panier qui va s'ériger en obstacle à une lecture fossilisante. Je m'excuse pour ceux qui ne voient pas. Donc, je donne une carte comme ça et les gosses doivent aller chercher le bon panier qui va permettre de colorier. Et vous imaginez que pour les gosses, 4-5, ben, ce n'est pas 6-3. Mais on ne fait pas 4 plus 5 égale 6 plus 3. On est en grande section. Donc on travaille sur un monde de signes qui va s'appuyer sur un monde d'objets représentés. Donc on y va doucement. Le jeu va consister à faire en sorte que petit à petit, les enfants puissent s'émanciper de représentations prototypiques comme celle-là et faire en sorte que le nombre surnage au-delà des représentations des collections. C'est-à-dire, vous imaginez qu'un gosse qui a cette étiquette-là et qui va aller chercher ce panier-là, il a eu un sacré effort à effectuer. Donc, je veux passer du temps, je ne parlerai que de ça ce matin, parce qu'il faudra avoir un peu de temps pour répondre à des questions. Donc, vous allez voir, document 1995, hein. Il y avait l'électricité déjà, mais bon... Chaque enfant aura un petit message comme ça. Colorier 4. On va 4... Et il faudra chercher... Qu'est-ce que c'est ça? Des œufs. Un panier avec quoi? Des œufs. Avec des œufs. Alors, chaque enfant va recevoir un message et il faudra chercher le bon panier pour colorier tous les œufs. Attention, j'ai bien dit tous les œufs en suivant le message que j'aurai donné. Alors, si c'est ça, tu le... Est-ce qu'il te reste des œufs qui ne sont pas coloriés? Alors, est-ce que tu peux colorier 5 œufs en jaune? Tu dis qu'il y en a 4. Tu ne peux pas en colorier 5. C'est pareil, hein, c'est un chantier qu'on ouvre là. Il y a des enfants qui vont hésiter au début. Hein. Il faut de la photocopie, hein, il faut des brouillons là. Bon, ça c'est le premier de la classe, ça craint rien. Donc il n'y a pas de souci pour lui. Alors vous avez vu dans la différenciation, on fait travailler tout le monde sur la même activité, mais comme lui c'est un fort en thème, il a 3 nombres au lieu d'en avoir que 2. Voilà, on va différencier à ce niveau-là. Hein. Il a 3 couleurs, on sait qu'il va vadrouiller, donc il va chercher son panier, il est content. Il a 3 nombres au lieu d'en avoir 2. La différenciation, pour nous, c'est ça. On ne fait pas des tâches différentes. On travaille sur des secteurs numériques différents, mais on est tous sur la même tâche de façon à ce que lorsqu'il y a des regroupements, tout le monde puisse bénéficier de la synthèse. Hein. Alors, la suite de cette activité-là. Alors, cette situation permet de progresser
de la signification topographique, j'allais dire comme les dominos, du signe 4-5, à une signification mesure d'une quantité. 4-5, c'est aussi 3-6, c'est aussi 2-7. Et on va y aller doucement. Pour moi, c'est la limite de l'école maternelle. Si tout le monde sortait de l'école maternelle en ayant maîtrisé ça, ça serait une bonne chose. Alors, ce qu'on appelle l'accès au calcul, savoir aller chercher les bons paniers en faisant le lien entre 4, 5 et 9. Et on va voir comment on fait évoluer la situation pour ça. Je marque les étapes. Hein. Prévoir que 2 étiquettes 4, 5 et 3, 6 amènent au même panier, avec une validation à l'aide des paniers. Éventuellement, prévoir que 2 étiquettes amènent au même panier, mais sans aller vérifier avec les paniers, en disant 4, 5, il y en a un de moins d'un côté, il y en a un de plus de l'autre. C'est ce qu'on appelle une validation syntaxique, c'est-à-dire je m'intéresse à la grammaire, à ce qui commence à être écrit. 4, 5, j'en fais un de moins, un de plus, j'en enlève un. Ah ben c'est comme 6, 3. Oh ben si tu veux vérifier avec le panier, mais j'en suis sûr. Vous voyez, c'est ça l'accès au calcul. C'est je n'ai plus besoin du matériel, je peux commencer à avoir confiance en ces premiers écrits. Franchement, c'est vraiment un travail très intéressant à faire en grande section de maternelle. Hein. Et je reprends la phrase de Vergniaud, hein, Gérard Vergniaud, la reconnaissance de la propriété d'addition, c'est une condition nécessaire à la conceptualisation du nombre. C'est-à-dire, ce qui se dit maintenant en faisant mine d'être nouveau, c'est de dire travailler sur la composition des compositions. Vergniaud disait ça voilà une vingtaine d'années. Hein. C'est-à-dire que je comprends 9 quand je suis capable de comprendre que c'est 4, 5, que c'est 6, 3, que c'est 7, 2, et que tout ça, ça m'amène au même panier. Voilà. Et qu'il y a un moment où je n'ai même plus besoin du panier, j'en suis sûr. Et on ne demande pas d'apprendre l'étape d'addition. C'est une découverte. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est des documents 95. On va faire voir un document plus récent. Voilà ce à quoi on aboutit à l'heure actuelle. Pardon. Eh bien, j'ai des problèmes, moi. 6. Ah, ça marchait là. Ah oui, excusez-moi, oui. Bon, c'est un montage qu'on vient de faire, là. Oui, ça revient 2 fois, c'est une erreur. Il va falloir trouver quels sont les messages qui pourraient vous emmener, si vous alliez chercher. Donc là, les enfants sont à 4 semaines de travail hein, sur cet atelier. J'aurais dû afficher les messages sur le tableau. Et il va falloir trouver quels sont les messages qui vous emmèneraient à la même boîte, à la même barquette, si vous deviez aller chercher le bon panier. Ces messages, est-ce que vous pourriez trouver dans quelle boîte, dans quelle barquette il faudrait aller chercher le bon panier? Alors j'ai sauté une étape. Les paniers sont rangés dans des boîtes sur lesquelles il y a les numéros, enfin les nombres. J'ai sauté une étape, je m'en excuse. C'est-à-dire vous les voyez au fond là. Donc ce panier-là, il est dans une boîte sur laquelle il y a marqué 9. Est-ce que vous choisiriez Un panier avec 5. un panier avec 5? Tout ça est décrit très précisément dans l'article qui sera dans le DVD. Alors maintenant, je vais vous en mettre une autre. Donc, il faut trouver tous les messages qui pourraient emmener. Alors, celui-ci, Sacha pense qu'il peut aller, les autres, dans la barquette de 8. Non. Alors, pourquoi non? Attends. Parce que le 2 et le 7, ça fait pas 8. Mais le bon, c'est le 6 et le 2. Le bon, c'est le 6 et le 2, et pas le 7 et le 2, Sacha. Alors, est-ce que tu peux montrer, parce qu'il a fait ses doigts. Bon, pour des raisons de temps, hein, je vais abréger. Vous voyez que là, on est dans la phase ultime du travail, c'est-à-dire les gosses ne travaillent presque plus sur les paniers, mais travaillent sur des écritures numériques. On est, à mon avis, enfin, je veux dire, c'est pas à mon avis, c'est ce que les enfants apprécient.
aller au-delà, il faut attendre le CP. Donc là, on est sûr que les enfants ont acquis le nombre et que ça fonctionne en termes de composition-décomposition. On s'est abouti là, en fait. Hein. Alors, pour des raisons de temps, je vais zapper pas mal. Je vais repartir là-dessus. Vous voyez, on a vu, ça c'est une sorte de progression, enfin un planning, on va dire. On a vu l'énumération, on a vu les situations S1, S2, S3, on a vu ça. Il y a tout cet aspect-là que l'on n'a pas le temps de voir, qui est qu'on peut entrer dans l'écrit en mathématiques ailleurs que dans le numérique. Alors, ce n'est pas le propos de ce matin, ce sont des travaux conduits par Jacques Pérez en particulier, des jeux de listes sur lesquels on va contrôler une collection en dessinant les objets, en schématisant petit à petit. Et il y a tout un travail là que je vous invite à regarder dans le document qui sera joint. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps et je voudrais qu'on ait un peu de temps pour les questions. Alors, je voudrais conclure sur cette diapo. J'espère que ça va marcher. Bon, oui. Tu sais qu'en formation, on a du mal quand on parle d'une situation d'apprentissage par adaptation. Ce qu'on fait souvent mal passer, c'est la gestion du temps. Combien de temps dans la classe? Et souvent, on entend dire oui, mais que font les autres pendant ce temps-là? Et tu es mieux placé que d'autres pour répondre à ces objections. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, les situations par adaptation, bon, moi j'ai des grandes sections, donc je commence en tout début d'année par une situation fondamentale où les enfants doivent aller chercher une collection équipotente qui n'est pas visible depuis la collection de départ. Donc, ils fonctionnent par petits groupes, je suis avec eux, mais les autres ont un travail en autonomie. À l'école maternelle, il y a une ATSEM qui peut prendre un petit groupe en charge, et les autres sont en autonomie. Ils ne viennent pas me déranger. Ça me permet d'observer, justement, tout le travail des enfants, tout leur travail de stratégie, de méthodologie, leurs difficultés. Et alors, tu as fait passer combien, par exemple? Ils passent par groupe de 6 en général. Par groupe de 6. Ils passent par groupe de 6. Et donc, sur des ateliers tournants qui durent à peu près sur 2 semaines. Puis, à la fin des 2 semaines, nous faisons un bilan collectif. Pour voir quelles ont été les difficultés, comment il faut faire, comment on peut améliorer sa stratégie ou changer de stratégie. Et tu relances après? Et après, je relance pour les enfants que j'ai vraiment vu en difficulté, pour voir si ça leur permet, si le bilan leur permet d'évoluer. Oui. Pour les autres, je vais remettre en place une autre situation un petit peu plus tard, avec une variable différente, qui va permettre de faire évoluer la situation fondamentale. D'accord. Et qui va amener une difficulté supplémentaire. Bon, et alors, souvent, les gens disent, souvent les gens ont peur de mettre ça en place en pensant qu'il faut être expert, que c'est réservé à une élite, hein, voilà des choses que j'entends fréquemment. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut être capable de se taire. Le rôle du maître est très important. Il faut que le maître observe, qu'il relance juste ce qu'il faut pour que l'enfant ait envie de continuer. Mais on voit le plaisir que prennent les enfants, c'est un défi pour eux. Et le plaisir du prof. Le plaisir du prof. C'est totalement, ça c'est totalement vrai. Et puis on peut pointer vraiment les difficultés des enfants, pas comme quand ils sont devant un exercice. Parce que là, vraiment, toutes les difficultés de construction des connaissances, de construction cognitive apparaissent. Alors, bon, on va abréger. Vous voyez, je lui ai volé à Marie-Lise son petit truc de travail sur la situation S1, S2, S3. Vous voyez, elle note les réussites, les échecs des élèves, et on regarde à quel moment un élève réussit bien. Bon, ben, ça vaut toutes les évaluations, ça. Hein. On sait à peu près, on a un carnet de route de la classe, on sait à peu près d'où ils en sont. Il y a des élèves, un élève peut être fatigué à un moment donné d'un atelier, on va laisser un peu le temps, faire autre chose, et en général, les élèves reviennent, ils repiquent. Hein. Donc, il faut se donner du temps. Hein. J'ai bien aimé l'idée de la décélération hier. On se bat contre ça. Vouloir bouffer de la fiche tous les jours, tout le monde court après quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il faut peut-être 3 ou 4 situations en grande section pour que l'enfant ait acquis le nombre de façon certaine. C'est des chantiers, on refait ça, on refait ses gammes tous les matins, ça évolue tranquillement. Les gosses s'installent dans quelque chose de rassurant et franchement, on a tout à y gagner. Donc c'est à regarder ça. Hein. Deuxième point, avant la conclusion, Marie-Lise et toute l'équipe là ont mis au point un système d'affichage
comment moi, en tant qu'enseignante, je dis aux élèves et je dis aux parents ce qu'ils ont appris. Je ne peux pas faire écrire un théorème dans un cahier. Donc, elles ont mis au point un système d'affichage, c'est-à-dire elles prennent des photos et elles affichent des moments de l'activité. Une activité sur 3 semaines, elles affichent, elles font un tri. Vous voyez, là, c'est les voitures et les garages. Et ce qui est marrant, c'est que les gosses sont hyper intrigués par ça. Et c'est là qu'on dit, ben voilà, vous avez fait ça, vous avez appris ça, et maintenant vous savez faire ça. Au départ, c'était simplement une illustration, c'était plutôt destiné aux parents, pour dire, voilà ce que nos gamins ont fait. Hein, plutôt que de faire voir un fichier avec des smileys, on mettait à la porte des papas et des mamans, elles mettaient ça. Et alors les parents étaient intéressés, c'était prévu, mais c'était surtout que les gamins disaient « Ah mais c'est nous qu'on a fait ça ». Bon. Et donc du coup, ça a pris une importance plus qu'anecdotique. Et à côté, et ça c'est plutôt à l'adresse des parents aussi, on met les jeux de société, d'une part pour inciter les parents à jouer avec leurs gamins, et d'autre part faire bien la différence entre le travail du professionnel, qui est une situation d'apprentissage par adaptation, et le travail qui est issu des pratiques sociales, pour bien distinguer les deux choses, sans faire un discours pompeux là-dessus. Donc c'est un artifice qui me paraît tout à fait utile. Donc affichage des photos, etc. Alors, je voudrais conclure, conclusion. Bien comprendre que la construction des premiers nombres, c'est lié à l'écrit. Sinon, on est dans l'oral et on ne sait absolument pas où on va. Donc, c'est l'écrit. J'espère que j'ai été convaincant là-dessus. Donc, il faut construire des situations qui donnent du sens à la marque, à la trace. Or, je sais que Mireille Bigrodio faisait des misères sur la notion de trace, de marque, de signe. Appelez ça comme vous voulez, ce que les gosses dessinent, moi ça m'est un peu égal. Ce qui compte, c'est qu'ils dessinent pour mémoriser une quantité. Les rituels ne sont pas suffisants pour construire le nombre. Ça ne veut pas dire qu'il faille les abandonner, bien sûr. Hein. L'écrit sur un fichier, ce n'est pas ce type d'écrit. L'écrit sur un fichier, c'est un écrit d'assujettissement, d'obéissance. L'écrit qu'on a entrevu, c'est un écrit de création, avec des impasses, avec des difficultés. Ce n'est pas du tout le même type de l'écrit. Imaginons qu'en mathématiques, pendant toute sa scolarité, l'élève a toutes les chances de ne rencontrer que des écrits d'asservissement. C'est-à-dire, il faut obéir. C'est pour ça qu'à Montpellier, au collège, les gens travaillent sur l'écrit venant de la part des élèves. Donc c'est quelque chose qui part de l'école maternelle et qui va continuer. Les écrits de travail, comme le fait l'équipe de Montpellier, c'est un travail, c'est pour je ne sais pas comment dire le mot, mais refamiliariser, enfin réconcilier les élèves avec les mathématiques, mais là au niveau du collège. Hein. Il faut toujours répondre à une interro écrite en maths. Les fichiers peuvent trouver leur place. Moi, je suis assez peu convaincu s'ils évoquent une situation vécue. Mais franchement, un gamin qui a fait S1, S2, S3 et qui a à remplir un fichier dans lequel il y a des pots d'un côté et entourer les couvercles de l'autre, il n'y avait vraiment pas besoin de perdre son temps là-dessus, alors qu'on sait très bien, si on a observé les ateliers, on sait très bien d'où en sont les enfants, quoi. Bon, deuxième famille de conclusion, il est nécessaire de mettre les élèves face à des situations où ils vont avoir des prévisions à faire. Et là, on est dans la constitution de l'individu. Hein. On passe de l'opinion au vrai-faux. Hein. Et pour produire du langage, il doit y avoir un déphasage, un décalage entre l'action et les effets visibles de cette action. Si on donne, j'ai voulu rester sur cette situation, quitte à radoter, si on donne les voitures et on demande de mettre des garages, ben ça y est, c'est fait, c'est la correspondance terme à terme, ça date de 40 ans, et on n'a pas inventé le nombre. Donc ce décalage qui va être le lieu de l'écrit, qui va être le lieu de production mathématique, il faut le faire. Bon, il y a plein d'autres situations pour ça, mais le temps me manque. Hein. Elles permettent de conclure les élèves sur leur réussite, hein, donc ils deviennent autonomes, avec la bienveillance du prof. Hein. Le prof accompagne les élèves dans leur démarche, mais sans leur donner les procédures. Donc il va dire, fais attention aux voitures, tu as oublié un truc, il va être le guide, mais pour l'usage matériel, mais pas pour les savoirs. Hein. C'est la situation qui doit guider, pas le prof. Et ce que je disais, le temps d'institutionnalisation des savoirs vient ensuite. Donc, pour terminer hein, sur cette diapo,
En mathématiques, je reprends des propos de Viviane Bouys, avec qui j'avais travaillé il y a 2 ans dans un colloque, et je trouvais qu'en didactique des maths, on ne parlait pas assez de ça. Il y a des enjeux sociaux. À un moment donné, l'élève doit apprendre à écouter, à lire l'autre. C'est le cas dans nos situations. Des enjeux de savoir, je l'ai déjà dit. Proposer une situation à l'issue desquelles on est sûr que l'enfant va avoir acquis le nombre. Mais il y a des enjeux éthiques. Les élèves apprennent à savoir, comprendre, accepter l'action de l'autre. Quand je lis un message d'un copain, moi je sais écrire 6, et puis le copain il met 6 bâtonnets, eh bien je vais discuter avec lui. Hein. Et nous on est fautifs là-dessus, on n'a pas assez mis ça en valeur. Hein. De dire, mais oui, mais si tu écris 6, c'est mieux que les bâtonnets. Et ça, on le sait qu'elles existent, ces moments de parole existent et on n'a peut-être pas assez écrit là-dessus. Et des enjeux langagiers, donc production de signes qui permettent de concevoir le monde et de décontextualiser. Faire des mathématiques, c'est produire du signe, c'est pas travailler sur de la manip, hein, au sens. Voilà. Les élèves symbolisent ensemble, ils sont. J'ai essayé de reprendre, je pense, donc je suis. Donc les élèves symbolisent ensemble, ils sont. Voilà. Merci.